C'est bon? Nous pouvons y aller, parce qu'il y a les instances supérieures de la technique qui doivent nous donner l'autorisation principale. Bonsoir et bienvenue au Centre Alliance Edmond J. Safra dans une activité ce soir de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et de la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild, une activité qui se place dans le cadre des célébrations des 70 ans de l'État d'Israël. C'est une année peut-être pas plus importante que les autres, mais au moins ça nous donne une occasion de plus de nous pencher sur l'histoire d'Israël et l'histoire juive en général. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour une conférence vraiment originale autour de la personnalité exceptionnelle d'Eliezer Ben Yehuda. D'autant plus que, vous allez l'entendre, ce qui va se dire ce soir est très largement inspiré et a été rendu possible par le travail dans les archives de l'Alliance israélite universelle. Et nous sommes très fiers, je suis le directeur de la bibliothèque et des archives de l'Alliance, et nous sommes très heureux, évidemment, de pouvoir contribuer à l'écriture de l'histoire dans beaucoup de domaines, en particulier dans l'histoire juive, mais aussi l'histoire des langues, l'histoire de l'État d'Israël et des relations entre Israël et la France. Donc, ce soir, nous allons donc nous intéresser à Eliezer Ben Yehuda et malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de respecter le contrat qui nous liait avec vous, avec cette invitation, parce que nous avons à déplorer l'absence de Madame Zohar Shavit d'Israël. Malheureusement, elle a été victime, il y a juste quelques jours, d'un accident de voiture. Rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger, mais elle a été quand même sérieusement touchée et il lui était impossible de se déplacer. Donc évidemment, tous nos voeux vont vers elle. Refoua Shlema, vraiment nos voeux de meilleure santé l'accompagnent. Mais elle a eu la gentillesse et le courage de nous malgré tout le texte qu'elle souhaitait vous faire parvenir et vous communiquer ce soir. Et donc nous allons un peu modifier la manière dont nous souhaitions présenter les choses. Et donc c'est moi qui lirai le texte de Zohar Shavit, évidemment pas avec la même connaissance bien entendu, et sans doute pas avec le même talent, mais je serai un peu son vecteur pour vous proposer de partager ces découvertes. Mais vous aurez tout de même, heureusement, une soirée fort remplie, outre le texte de Zohar Shavit, puisque nous avons ici deux grandes spécialistes de l'histoire de la langue hébraïque, de Ben Yehuda et de l'histoire de ce fameux dictionnaire. À ma gauche, Mireille Hadas-Lebel, qu'on ne présente plus, d'autant qu'elle est venue très récemment encore parler d'un de ses derniers ouvrages en notre compagnie, donc historienne, spécialiste évidemment du judaïsme antique et spécialiste de la langue hébraïque et de l'histoire de la langue hébraïque. Parmi les très nombreuses publications, bien sûr, on peut citer Jérusalem contre Rome, 3000 ans d'histoire, et récemment, donc on avait présenté ici une histoire du Messie, et puis toutes les histoires là, vous avez, voilà, sur l'hébreu, voilà, l'hébreu, 3000 ans d'histoire, bien sûr, et vraiment, c'est une grande connaisseuse. J'introduirai tout à l'heure Keren Mock quand je l'inviterai à prendre la parole. Donc, Zohar Shavit, donc, qui malheureusement ne peut pas être avec nous, est elle aussi une grande spécialiste de ces questions. Elle est professeure chargée de recherche à l'université de Tel Aviv, au département de littérature comparée, et elle est associée au Porter Institute, spécialisé en études sémiotiques. Elle est très connue dans le monde entier pour ses travaux de recherche autour de la culture en Israël. Et elle a mis en place le domaine académique pour la recherche sur les textes destinés aux enfants en langue hébraïque et en allemand.
Parmi ces nombreux ouvrages traduits en de nombreuses langues, on mentionne donc un livre publié par l'Académie nationale des sciences en anglais, The Construction of Hebrew Culture in Eretz Israël. Dans le cadre de ses recherches sur la renaissance de la langue hébraïque, elle a fait la découverte de documents inconnus pratiquement, en tout cas méconnus et inédits, sur Ben Yehuda et son œuvre dans nos archives, dans celles de l'Alliance israélite universelle. Et ce sont ces éléments nouveaux concernant le dictionnaire de la langue hébraïque ancienne et moderne qu'elle va nous livrer. Mais avant cela, je vais proposer à Mireia Das-Lebel, puisqu'il est question ici de découverte, de changement dans la perception d'Eliezer Ben Yehuda, de son œuvre. Or, c'est une personnalité dont vous avez tous entendu parler, bien entendu, et à laquelle s'attache, j'allais dire, une certaine légende. Autour de Ben Yehuda, il y a un récit qui s'est constitué, parfois par lui-même, par l'histoire racontée par son fils ensuite, qui nous a forcément formaté, disons, dans notre connaissance de Ben Yehuda. Et avant de nous confronter avec une réalité historique telle que proposée et retrouvée, si j'ose dire, par les travaux de Zohar Shavit, je vais demander à Mireia Das-Lebel de bien vouloir, en quelques mots, en quelques minutes, nous retracer l'importance, disons, de Ben Yehuda à travers sa légende. Merci. Bien, merci. Merci de me donner ce rôle très sympathique de raconter une légende. Vous ne m'avez pas parlé de quelques minutes, mais peut-être une quinzaine de minutes. Alors bon, je ne sais pas, je ne marchanderai pas. Donc Eliezer Ben Yehuda, oui, un grand homme d'Israël, puisqu'il a sa rue dans toutes les villes, je pense. Il a sa chanson, une chanson assez parodique, drôle, où il invente, son esprit fiévreux invente des mots. Alors là, nous allons peut-être réviser un petit peu cette question. Et puis, comme vous le disiez, il a construit sa propre légende en écrivant son autobiographie. Voici, vous en avez une traduction française si vous le souhaitez. Moi, j'ai souvent traduit avec mes élèves Halom Veshivrou parce que je trouve que c'est un livre passionnant. Et c'est traduit par Le Rêve traversé et c'est complété, comme vous l'avez dit, par le livre de son fils Itamar Ben-Avi, sur lequel j'aurai à revenir. Donc, légende de Ben Yehuda, un orphelin dans un shtetl de Biélorussie qui étudie au Cheder, à la yeshiva, et puis qui un jour est surpris en train de lire un livre de Maskil. Ça n'était même pas un roman d'Abraham Mapou, c'était un livre de grammaire expulsé de la yeshiva. Abandonné par son oncle qui lui servait de tuteur. Il se rend à la ville d'Inabourg. Là, il trouve un protecteur, lui aussi maskil, Monsieur Jonas, qui lui fait enseigner le russe par sa propre fille, celle qui deviendra un jour Madame Eliezer Ben Yehuda. Et donc, il s'ouvre au monde en Russie déjà, en apprenant le russe, en fréquentant l'université. Évidemment, il apprend l'allemand parce que c'est la langue de la culture indispensable aussi à l'époque. Mais surtout, ce qu'il nous raconte longuement, c'est cette révélation qu'il a une nuit, que j'appelle sa nuit de Pascal. Sa nuit de Pascal, où, en lisant, parce qu'il s'est engagé dans des mouvements étudiants, plus ou moins anarchistes, et il est pour la libération des peuples. Nous sommes en plein éveil des nationalités, et il lit avec passion ce qui se passe en Bulgarie, des Bulgares en révolte contre les Turcs. Et il se dit, mais nous aussi, nous sommes une nationalité opprimée. Que faut-il faire? Il faut redevenir un peuple véritable. Enfin, le peuple, nous le sommes en fait. Il faut devenir une nation. Il faut avoir une terre et une langue. La terre, nous l'avons, elle nous attend là-bas, loin. Et la langue, nous l'avons aussi, mais nous ne la parlons pas.
Et voilà le projet qui se forme, du moins, tel est le récit de Ben Yehuda. Nous sommes en 1878. Pour ce projet, il a tout un plan pour le réaliser. Il se rend à Paris où il sait qu'il trouvera la protection de l'Alliance, justement, parce qu'il vient trouver les directeurs de l'époque qui lui donnent un petit travail d'enseignement. Mais il vit très pauvrement dans une chambre mansardée du boulevard Saint-Michel, je pense c'était au coin de la rue des Écoles, où il contracte la tuberculose, dans cette chambre sans feu. Et là, alors je vais donner quelques flashs comme ça sur la vie d'Eliezer Ben Yehuda. Sa rencontre avec un aristocrate russe à la bibliothèque russe qui l'encourage dans son projet, qui trouve ça fantastique. Et d'avoir ce soutien moral est très important pour lui. Ensuite, son séjour très bref en Algérie, où il s'aperçoit que l'hébreu peut servir de langue de communication entre juifs de différentes origines. L'expérience qu'il fait dans un café du boulevard Montmartre, qu'on n'a jamais identifié malheureusement, lorsqu'il rencontre un émissaire venu de Terre Sainte et avec qui il peut s'entretenir en hébreu. Et il apprend que sur la place publique, bien sûr, on ne parle pas un hébreu extraordinaire, mais que les différentes communautés sont capables de communiquer entre elles. Alors tout ça le conforte dans son projet, mais il sait qu'il manque tous les mots pour s'adapter au monde contemporain. Et il a cette idée d'un petit dictionnaire qu'il appellerait Milon, c'est le premier mot qu'il invente, pour échapper à cette manie de la Haskalah d'avoir toujours des expressions composées. D'ailleurs, celle-là a été inspirée de l'allemand Wörterbuch, c'est Fermilim, qu'il remplace par Milon. Donc voilà tout ce qu'il nous raconte de lui. Et puis encouragé par son ami russe, l'article qu'il envoie au Chavatzelet à Shachar, un journal en hébreu, un journal de la Scala de Vienne, le refus qu'il reçoit, la nouvelle tentative, cette fois accueillie. Son article est accueilli, une question brûlante, parce que entre-temps, il s'était produit des pogroms en Russie et qu'on commençait à regarder son projet d'un tout autre œil. Son arrivée sur Jaffa, après avoir épousé Déborah Jonas, et lorsqu'il se présente aux autorités turques, il décline son nouveau nom. Il s'appelait Eliezer Perlman. Désormais, il sera Eliezer Ben Yehuda, fils de Judas, son père, mais aussi fils de la Judée, fils de... Il renoue avec un très lointain passé. Les persécutions dont il est l'objet à Jérusalem, parce que là, certes, il trouve un travail à l'Alliance et il encourage l'Ivrit Beivrit sur le modèle de Berlitz, mais aussi l'opposition des milieux religieux qui devient une véritable persécution, parce qu'on s'aperçoit bien qu'il n'est pas des leurs à un moment où la majorité est ultra-orthodoxe dans le quartier où il vit. Des persécutions qui peuvent aller très loin. Il raconte des circonstances tragiques lors de l'enterrement d'un enfant, ou bien même lorsqu'il se promène dans les rues et que les enfants du quartier se moquent de lui. Un emprisonnement, ça va jusqu'à un emprisonnement, parce que il crée lui-même un journal, et lorsque son beau-père Jonas le rejoint et s'associe au journal qu'il a créé, à Tzvi, eh bien, le directeur du journal, à savoir Eliezer Ben Yehuda, est emprisonné parce que il a été écrit dans son journal Naaseh Chayil Veneler Kadima, ce que tout le monde peut traduire par armons-nous de force et allons de l'avant, et qu'on a traduit constituons une armée et allons vers l'Orient. Alors, donc, oui, mais Eliezer Ben Yehuda, qui a quand même un cercle d'amis, qui crée le Vaad Alashon en 1890, qui ne réussit pas toujours, mais qui finalement trouvera un écho à partir de la deuxième Aliyah, parce qu'un homme seul ne peut pas renverser des montagnes,
il faut qu'il rencontre un écho. Et l'histoire de Ben Yehuda, c'est en fait la rencontre d'un projet né dans l'esprit d'un homme qui pouvait paraître un original, mais qui a senti les choses venir et qui a rencontré les besoins de son époque. Et donc c'est là que le grand dictionnaire, le Milon, qui est devenu dans son esprit maintenant un grand dictionnaire, commence à prendre forme. Et jusqu'à sa mort en 1922, il publiera 6 ou 7 volumes de tout un ensemble qui comportera 16 volumes, mais 16 volumes en 1959. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a rassemblé à travers toutes les bibliothèques, et c'est de cela dont vont nous parler les 2 exposés qui suivent, il a rassemblé tous les mots qu'il pouvait trouver, qui pouvaient servir à ses projets, et évidemment, et quand il n'y en avait pas, il fallait en créer d'autres. Donc, nous allons voir à travers l'exposé de Zohar Shavit comment il a pu voyager, comment il a pu financer son projet. Une question qu'on ne se posait jamais. Et là, le rôle de l'Alliance va être souligné. Et d'autre part, grâce aux découvertes de Keren, qui a fait un travail extraordinaire de recherche dans les archives, qui a eu l'idée d'aller regarder la bibliothèque personnelle de Ben Yehuda qui a été conservée, de voir les annotations qu'il faisait dans ses livres et qui sont très instructrices pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille. Vous avez parfaitement, et je n'en doutais pas, rempli votre mission. Le quart Tout à fait, parfaitement, oui. Mais surtout dans le contenu. Maintenant, nous savons, voilà, ce qu'il est convenu de savoir sur Ben Yehuda, et c'est déjà beaucoup. Je vais maintenant donc être amené malheureusement à prendre la place qui ne me revenait pas, mais à vous lire le texte de Zohar Shavit. Auparavant, je voulais remercier et vous dire à quel point toute cette soirée, toute l'organisation de cette rencontre, le contact avec les chercheurs, Zohar Shavit, Keren Mok en particulier, et leur orientation dans notre bibliothèque, dans les archives et le soutien qu'elle leur a apporté, à Gila Cooper, donc bibliothécaire de l'Alliance israélite universelle, qui est ici présente, et qui a vraiment là réuni finalement tous les aspects du travail qui, à mon avis, devrait toujours être celui d'un bibliothécaire ou d'une bibliothécaire, c'est-à-dire non seulement se préoccuper des collections, se préoccuper de donner un accès, d'écrire les documents le plus correctement possible, mais aussi d'être attentive et au service des chercheurs, de les aider à trouver le bon document, les bonnes sources, et ensuite à les accompagner aussi dans leur travail. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux que tout cela se concrétise, malheureusement en l'absence de Zohar Shavit, qui aurait évidemment elle-même pu en témoigner. Mais je voulais vraiment rendre cet hommage à Gila et à son travail pour vous dire à quel point la rencontre entre, on va voir, une institution et un homme est importante, mais la rencontre entre une bibliothèque et son personnel et les chercheurs est tout à fait capitale. Donc je vais maintenant faire la lecture, parce que je ne pourrais pas vraiment interpréter ce que voulait nous dire Zohar Shavit, étant bien ignorant moi-même sur ces questions. Et donc j'ai quelques images qui nous ont été fournies par Zohar Shavit, et vous allez voir qu'elles sont pratiquement exclusivement tirées des archives de l'Alliance israélite universelle. Donc Zohar Shavit, bien sûr, voulait remercier Gila Cooper, remercier moi-même Jean-Claude Kuperminck et toute l'équipe de la bibliothèque pour l'avoir invité et pour pouvoir présenter ces recherches qui proviennent donc de notre trésor, des archives de l'Alliance. Elle a intitulé donc son texte « Il faut se dépêcher », donc, que nous révèlent les documents découverts récemment dans les archives de l'Alliance israélite universelle à Paris. Voilà. C'est juste, je me suis trompé, c'est simplement, pour que vous compreniez la technique, c'est un
PowerPoint, n'est-ce pas, une technique que tout le monde connaît aujourd'hui, sauf que c'est un PowerPoint israélien, donc il se déroule dans le sens contraire à l'habitude, et je le lançais dans le sens latin, c'est pour ça. Donc, vous allez avoir sur l'écran des traductions et mises en valeur d'archives, et vous verrez les documents d'archives eux-mêmes. Donc, que nous révèlent donc c'est les documents que Zohar Shavit a trouvés dans nos archives. Donc, premier document, donc vous voyez, c'est une supplique. C'est Hemda. Alors, est-ce qu'on dit Hemda ou Chemda? Chemda, très bien. Chemda Ben Yehuda, donc qui a elle aussi changé de nom par rapport à ce que vous nous annonciez tout à l'heure, qui est écrit en 1907 à Narcisse Leven, président de l'Alliance israélite universelle, et elle supplie, et on verra que ce n'est pas la première fois, le comité central de l'Alliance israélite universelle, qui a déjà subventionné l'œuvre, de s'associer avec le Hilfsverein, une autre grande institution juive allemande, pour mener le dictionnaire au but. Monsieur Ben Yehuda n'est plus jeune et il est à bout de force après avoir travaillé 25 ans comme un forçat de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Il faut se dépêcher et lui donner la possibilité de mener la publication à sa fin, et l'œuvre sera sauvée et deviendra un des trésors du peuple juif et de la science. Donc c'est ainsi que Hemda Ben Yehuda, vous voyez, je me suis encore fait avoir. Pardon, oui. Je n'ai pas parlé d'elle, mais oui. Je précise que Chemda est sa deuxième épouse et qui est la sœur. Déborah était morte de tuberculose qu'elle a contractée au contact de son mari. Et Chemda, sa sœur, l'a remplacée. Elle a beaucoup aidé. Alors ça a été vraiment Ezer Kenegdo. Beaucoup Est-ce que c'est l'équivalent? Est-ce que ce serait l'équivalent de la tradition du Lévira chez les femmes? Quelque part. Il y avait beaucoup d'enfants de la première sœur qu'il fallait élever. Oui, bien sûr. Donc c'est ainsi que Hemda Ben Yehuda termine sa lettre du 3 juin 1907 à Narcisse Leven. Dans cette lettre, donc, elle résume les efforts de ce couple qui a tout fait pour assurer le financement du travail sur le dictionnaire et sa publication. Hemda raconte que Ben Yehuda a terminé son travail sur le dictionnaire, qui a duré 25 ans, et que tous les spécialistes ne tarissent pas d'éloges sur ce travail. Elle l'informe que la société Ezra s'est engagée à accorder à Ben Yehuda 200 marks par mois, ce qui représente une grosse somme, pour qu'il puisse se consacrer à son travail pendant les prochaines 5 années à venir. Et ces sommes seront dédiées à la préparation du dictionnaire et à l'édition. Et elle s'est elle-même engagée à payer 100 marks pour un assistant de recherche et l'acquisition de littérature professionnelle. De plus, la société Ezra s'engage à s'occuper, avec d'autres institutions juives, de lever des fonds, de lever 20 000 marks pour aider l'éditeur. Hemda Ben Yehuda conclut sa lettre donc, par une prière émue au comité des dirigeants de l'Alliance et de la société Ezra pour mener le projet à terme, et elle insiste sur la nécessité d'agir vite pour que ce trésor, dont l'auteur n'est plus tout jeune, ne soit pas perdu. Donc, Eliezer Ben Yehuda, comme nous l'a rappelé Mireia Das-Lebel, donc est considéré comme le père de la renaissance de la langue hébraïque, le pionnier de la presse hébraïque moderne aussi en Eretz Israël, et l'auteur du dictionnaire. Voilà. Voilà, ça c'est la lettre précédente. Donc vous voyez, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc on voit très nettement la signature de Madame Hemda Ben Yehuda, femme de l'auteur. Voilà, donc il est l'auteur de ce fameux dictionnaire qui est l'un des trésors culturels les plus importants de la culture hébraïque moderne. Nous connaissons également le mythe qui nous a été rappelé du père fanatique qui a élevé son fils aîné Ben Sion dans un isolement de toutes les langues pour qu'il ne soit pas, Dieu l'en garde, exposé à une langue qui ne soit pas l'hébreu. Nous connaissons sa contribution à la création de la presse hébraïque moderne et nous savons qu'il a consacré des dizaines d'années de sa vie, depuis les années 80 du 19e siècle jusqu'à sa mort en 1922, à la recherche, à l'écriture et à l'édition du dictionnaire. Mais nous ne savons presque rien des circonstances de la création du dictionnaire et de son édition. En 2016, c'est Zohar Shavit qui parle, il m'est arrivé quelque chose qui est du domaine du miracle. Dans les archives de l'Alliance à Paris, j'ai découvert, avec l'aide du professeur Simon Schwarz-Fuchs et de Rose Lévin, la bibliothécaire de l'époque, dans un dossier intitulé « Activité intellectuelle », un matériel d'archives inconnu.
Il s'agit de plus d'une centaine de lettres adressées à Eliezer Ben Yehuda et à Hemda Ben Yehuda ou écrites par eux-mêmes, la majorité en français, une minorité en allemand. La découverte d'un matériel d'archives inconnu suscite toujours une émotion, certainement des lettres inconnues d'Eliezer Ben Yehuda. Mais dans ce cas, l'émotion s'est intensifiée quand, dès la première lecture des lettres, il s'est avéré qu'elles éclairent d'une lumière différente ces quelques épisodes importants de la vie de Ben Yehuda. Les lettres nous racontent deux histoires, imbriquées l'une dans l'autre. L'une examine Ben Yehuda, l'homme public, et dévoile l'histoire de la création du dictionnaire complet de la langue hébraïque ancienne et moderne. L'autre aspect, sur lequel je n'insisterai pas ici pour ne pas dépasser le temps, l'autre aspect, c'est celui de Ben Yehuda, l'homme privé, et il jette une lumière différente sur le mythe d'Eliezer Ben Yehuda, présenté donc comme un fanatique de la langue hébraïque, ainsi que sur l'histoire du mutisme, entre guillemets, de son fils aîné, Ben Sion. Qui a changé son nom après en voilà, Itamar. En Itamar, exactement. C'est Voilà, ça c'est Eliezer Ben Yehuda à nouveau. Et voilà une vue du dictionnaire. Et voici Itamar. Donc il a adopté évidemment le nom d'Itamar Ben Avi, Itamar car ainsi le souhaitait sa mère, et Ben Avi pour immortaliser le nom de son père qu'il vénérait. Non, parce que ce sont les initiales de Eliezer Ben Yehuda. C'est un jeu de mots. Oui, voilà. Avi et Aleph. Donc cette histoire est devenue avec le temps l'un des mythes fondateurs de la Renaissance de l'hébreu. Mais les lettres découvertes mettent à défi cette image, cette idée reçue de la description de la jeunesse de Ben Sion. Ceci est vrai aussi pour le mythe d'un Ben Yehuda fanatique d'un hébreu exclusif, Ivrit Beivrit, disiez-vous. Comment peut-on expliquer que Ben Yehuda s'est efforcé d'assurer à son fils une place à l'école de l'Alliance israélite universelle à Paris? Comment concilier cela avec son mythe? Qu'est-ce qui a motivé Ben Yehuda pour faire entrer son fils dans une école où la langue d'enseignement est le français et dont le principal but est de diffuser la langue et la culture française parmi les Juifs d'Orient? Comment expliquer que Ben Avi a grandi comme un enfant bilingue et même multilingue, pratiquant le français depuis son plus jeune âge, par la suite l'arabe, l'anglais et l'allemand? Selon ses lettres, ainsi que selon d'autres sources, Ben Yehuda a élevé son fils comme un prince de Sion et comme un enfant universel tout en même temps. Cependant, l'histoire du premier enfant hébreu, aussi piquante et symbolique soit-elle, est secondaire par rapport à l'histoire de la création du dictionnaire. Cette histoire n'a pas encore été contée et les lettres découvertes permettent de la reconstituer presque entièrement, même si ces lettres n'ont été que partiellement conservées ou bien uniquement pour les réponses à ces lettres sous forme de brouillon. Donc nous ne disposons pas d'une correspondance complète, mais cela déjà nous suffit à en tirer certaines conclusions. Cet échange de lettres fait ressortir l'immense effort investi par Eliezer Ben Yehuda et son épouse Hemda pour lever les fonds nécessaires au financement du travail sur le dictionnaire, pour l'éditer et pour obtenir les avis scientifiques exigés par les mécènes, on y reviendra souvent, prêts à s'engager pour le dictionnaire, à le financer, à condition que sa valeur scientifique soit démontrée. Ces lettres montrent les nombreux obstacles qui se dressaient sur le chemin de Ben Yehuda dans la rédaction du dictionnaire. D'autres lettres attestent les nombreuses recherches de Ben Yehuda dans les domaines de la littérature professionnelle, y compris la plus récente. Il s'avère que Ben Yehuda avait des difficultés à trouver à Jérusalem les ouvrages qui lui étaient nécessaires. Il travaillait dans les librairies à Jérusalem, dans les écoles rabbiniques, dans quelques bibliothèques de la ville, surtout les bibliothèques scolaires, ainsi que dans des instituts étrangers, allemands, français ou américains. Mais dans toutes ces institutions, il ne trouvait pas toujours des réponses satisfaisantes en ce qui concerne l'aspect historique des mots, les attestations des articles inclus dans le dictionnaire et la référence dans les différentes sources à travers l'histoire. Dans sa détresse, Ben Yehuda s'est tourné à plusieurs reprises vers l'Alliance en demandant son aide pour obtenir des livres indispensables à son travail. Ainsi, par exemple, dans sa lettre du 7 août 1894, il envoie à Paris une liste de livres
qui témoigne d'ailleurs de sa connaissance de la littérature professionnelle contemporaine. Et il demande de l'aide pour obtenir 13 livres, en partie récemment publiés, dont ceux de Lévy, Ewald, Ernest Renan, Fürst, Stade et Koenig. Quelques années plus tard, le 4 mars 1905, il demande à M. Bigard, Bigard c'est le secrétaire général de l'Alliance israélite universelle à Paris, il lui demande le livre d'Abou el-Walid, Rabbi Yonah ibn Jannah, et il laisse entendre qu'il aimerait bien le recevoir en cadeau. Ben Yehuda n'était pas particulièrement timide quand il s'agissait de son travail. Donc là, il écrit cette lettre à laquelle il fait référence, où il demande ce livre, et il dit « Peut-être en avez-vous des exemplaires en double, et vous pourrez m'en faire cadeau. Sinon, vous m'obligerez beaucoup si vous me prêtez votre exemplaire pour quelques semaines. » On ignore la réponse, d'ailleurs, de l'Alliance et de sa bibliothèque à ce moment-là. Voilà la lettre originale. L'aide pour la recherche de Ben Yehuda ne se limitait pas à l'achat de livres. Un des brouillons de la correspondance, daté du 9 novembre 1894, atteste qu'on lui a envoyé aussi des remarques sur quelques articles du dictionnaire qu'il avait communiqués à l'Alliance. On ne sait pas vraiment qui a écrit. Donc c'est une lettre écrite, adressée à Jacques Bigard. Pardon. Voilà, des observations donc rédigées. C'est un brouillon. Alors, moi, je pense que c'est Jacques Bigard qui l'a écrit. On verra sur le brouillon ensuite, mais je pense que c'est Jacques Bigard lui-même qui l'a écrit. Et il dit, ça, c'est donc des critiques du travail de Ben Yehuda faites par les gens de Paris. Certaines dénominations comme Av, grand-père, ou Av Horeg, beau-père, ne sont attestées par aucun exemple. Enfin, vos implications sont trop longues pour un dictionnaire. Il faut savoir être bref et élaguer soigneusement tout ce qui n'est pas essentiel. Tout ce qui n'est pas indispensable est de trop dans un ouvrage de ce genre. Ce qui me fait penser qu'il s'agit de Jacques Bigard, c'est d'une part l'écriture que nous, on reconnaît bien dans toutes les archives de l'Alliance, et c'est le ton aussi, là c'est un aparté de ma part, c'est le ton aussi de Jacques Bigard, qui recevait la correspondance intégralement de toutes les écoles de l'Alliance israélite universelle dans tout le bassin méditerranéen, donc des centaines de lettres par semaine, et qui leur répondait à toutes avec ses annotations et ses critiques, parfois féroces, y compris celles adressées au cœur enseignant de l'Alliance. Mais il ne faudrait pas idéaliser les relations de Ben Yehuda avec l'Alliance israélite universelle. D'un côté, l'Alliance était pour lui un appui financier important et un soutien pour sa recherche. Et il est clair que Ben Yehuda n'aurait pas pu se consacrer au travail du dictionnaire, ni l'éditer sans le soutien de l'Alliance. D'un autre côté, les dirigeants de l'Alliance lui ont rendu plus d'une fois la tâche difficile, et vous y avez fait allusion également, par des harcèlements déplacés, et l'aide n'était pas toujours donnée de bon cœur. Ainsi, par exemple, en octobre 1897, Ben Yehuda reçoit de l'Alliance un prêt de 5000 francs. 5000 francs, il faut se rendre compte qu'il s'agit d'une somme énorme, considérable. C'est 100 fois le salaire mensuel de Ben Yehuda quand il était enseignant à l'Alliance israélite universelle. Parmi les lettres se trouve le contrat signé par Ben Yehuda avec l'Alliance au sujet d'un remboursement de la dette en plusieurs versements. Cette lettre a été présentée déjà lors d'une exposition organisée aux archives de l'Alliance, et les commissaires de l'exposition ont jugé bon de noter que le prêt était très exceptionnel et que le seul moyen de l'expliquer étaient les relations particulières, spéciales de l'Alliance avec Ben Yehuda. Donc là, on a le texte du contrat, et il est précisé que l'Alliance n'accordait presque jamais de prêt d'honneur. Celui-ci, retrouvé exceptionnellement dans ses archives, n'est dû probablement qu'à la personnalité du contractant. Et donc on voit Ben Yehuda, rédacteur en chef, il se présente comme rédacteur en chef du journal Hatzvi, qui donc reconnaît sa dette à Sylvain Bénédicte, secrétaire de l'Alliance, de 5000 francs qu'il s'engage à rembourser en 5 ans. Voilà le document original donc, de ce prêt. Et la petite notice à laquelle il fait référence pour une exposition, il me semble que c'était l'exposition de 1960 pour le centenaire de l'Alliance israélite universelle
qui avait été présenté à l'époque, il me semble, à l'UNESCO. Mais quand Ben Yehuda demande à l'Alliance, donc le 21 décembre 1899, de lui permettre de retarder le remboursement de ses dettes, on s'imagine bien, encore c'est une parenthèse, que ça va être très difficile d'effectuer ce remboursement, il reçoit, selon toute vraisemblance, une réponse négative. La lettre de refus n'a pas été retrouvée, mais dans sa réponse, Ben Yehuda est vexé et répond avec ironie. Voilà, et il répond avec ironie qu'il espérait innocemment que l'Alliance accepterait sa demande. Donc voilà, il dit donc, que la lettre est bien dure, mais elle me servira d'une grande leçon. Dans les conditions difficiles dans lesquelles je lutte pour l'existence de mon journal, j'ai cru pouvoir demander cette faveur qui vous paraît si monstrueuse. Eh bien, je vois que j'ai eu tort. Donc on voit que les relations quand même entre l'homme et l'institution étaient loin d'être au beau fixe. Ben Yehuda a reçu de l'Alliance un soutien mensuel évalué entre 125 francs et 200 francs, mais aucun paiement mensuel régulier n'avait été fixé à l'avance. Et c'est un autre aspect de la difficulté de relation. Et donc chaque mois, il était obligé d'envoyer une lettre de rappel à l'Alliance dans laquelle il demandait ce soutien. Donc c'est un peu comme si on l'obligeait à quémander à chaque fois l'argent qui lui était dû. Il aurait sans doute été possible de fixer par une aide, par un virement permanent, par un système plus simple, sans que Ben Yehuda soit réduit à le demander chaque mois. On peut penser que M. Bigard, donc le secrétaire de l'Alliance, et M. Antébi, Abraham Albert Antébi, un personnage très important dans cette histoire, qui était lui, là encore j'ouvre une parenthèse, le directeur de l'école professionnelle de l'Alliance à Jérusalem, donc quelque chose de très important, qu'il a dirigé pendant de très nombreuses années et qui a eu Ben Yehuda comme employé, disons, dans son école. Donc, on peut penser que Bigard et Antébi ne se sont pas mis en quatre pour aider Ben Yehuda, pour dire le moins. Un grand nombre de lettres traitent de demandes de paiement mensuel. Par exemple, voilà, là c'est la lettre originale de l'ironie dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, donc, une lettre du 4 janvier 1904, Ben Yehuda écrit « Je vous prie de vouloir bien m'envoyer la somme de 125 francs, quatrième versement de la subvention du comité central au dictionnaire. » Ben Yehuda essaye de suggérer dans une lettre suivante, en juillet de 1904, qu'il est préférable que M. Antébi lui envoie la somme sans qu'il soit obligé d'attendre à chaque fois les instructions de Paris. Mais sans succès. Voilà, donc ça c'est la lettre originale. Et donc il dit peut-être voudrez-vous donner ordre à M. Antébi de me payer cette somme chaque 3 mois sans attendre une réception, une spécification de Paris. Je vous en serai reconnaissant. 15 juin 1909, Ben Yehuda fait un séjour de vacances dans la maison de campagne d'un proche en Finlande. Il reçoit de son fils, terrible, l'information que M. Antébi, donc directeur de l'Alliance à Jérusalem, menace de saisir une partie des meubles de sa maison s'il ne rembourse pas le prêt. Dans sa détresse, Ben Yehuda écrit à Bigard à Paris sur un ton sarcastique et lui demande de l'aide. Une longue lettre donc, qui explique donc, l'alarme dont il est informé. Et il dit « Je suppose qu'en Turquie, même maintenant, tout est possible à un homme qui a des moyens pour cela. Mais je ne crois pas que ce soit dans vos intentions. » Donc, voilà, le fait que ce matériel, ce genre de lettres, ce matériel d'archives n'ait pas été connu des chercheurs a rendu difficile la composition d'une histoire du dictionnaire plus de 100 ans après le début de sa parution. Ce n'est que maintenant que ces documents ont été révélés qu'il est possible de reconstituer l'ensemble de l'histoire. Par exemple, nous pouvons voir comment Ben Yehuda et son épouse ont mobilisé les fonds nécessaires pour ce grand projet. Les sommes destinées à donner un maximum de temps pour le travail du dictionnaire, les longs séjours dans des bibliothèques et des archives à l'étranger, et finalement pour l'impression du dictionnaire. Au-delà, la correspondance nous révèle le sentiment d'urgence qui poussait Ben Yehuda et lui donnait la force de consacrer toute son énergie, en fait toute sa vie, à l'œuvre du dictionnaire.
Enfin, et non moins important, elle nous révèle les raisons du changement de la perception de la nature même du dictionnaire. Il se peut que le sentiment d'urgence qui s'exprimait surtout dans les lettres de Chemda Ben Yehuda, sa femme, fût destiné à faire pression sur l'Alliance pour obtenir au plus vite un financement. Il se peut aussi qu'il venait de la volonté de Chemda de s'arracher à la détresse matérielle dans laquelle vivait le couple. Mais il y avait aussi l'inquiétude due à l'état de santé de Eliezer Ben Yehuda. C'est pourquoi Chemda ne mâche pas ses mots quand elle rappelle instamment à l'Alliance, le 3 juin 1907, son obligation de prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard, et combien il serait terrible que Ben Yehuda meure avant d'avoir achevé son œuvre. Si M. Ben Yehuda meurt avant de le finir, il entraînera au tombeau tout ce trésor qui a été ramassé avec tant de fatigue, de peine et de sacrifice pendant un quart de siècle. Croyez-moi une seule chose, cher monsieur Bigard, qu'il faut se hâter. Alors là, je vais demander l'aide de Mireille pour nous lire la citation en hébreu. Mieux vaut, il vaut mieux prévenir, il vaut mieux le faire avant. Voilà. Donc, elle remercie, etc. D'ailleurs, un autre... Voilà, il faut se dépêcher, c'est en fait le titre de la conférence. Et je note que Zohar Shavit a fait un excellent travail en transcrivant tous ces documents. Et il y a une phrase qu'elle n'a pas soulignée ici, mais je viens de voir monsieur Israël Lévy. Israël Lévy, il faut savoir que c'était un des plus grands savants de l'époque, orientaliste, linguiste, grand rabbin, etc., qui est, comme tous les autres savants, enthousiasmé de l'œuvre et promet tout son appui et la meilleure recommandation. Donc, peut-être le point le plus important dans ces lettres est qu'elles permettent de reconstituer les circonstances qui ont mené au changement fondamental survenu dans la conception du dictionnaire. Ce changement, c'est passer d'un ouvrage pratique à un dictionnaire historique et scientifique. Dans sa préface, Ben Yehuda pose la question suivante. Qu'est-ce qui m'a amené à ce travail? Évoluer donc d'un dictionnaire pratique vers un dictionnaire scientifique. Chemda répond dans une lettre du 7 mai 1907 au professeur Liebermann du Zuns-Stiftung à Berlin. Dans sa lettre, qu'on peut trouver aux archives Zuns à la Bibliothèque nationale d'Israël, elle note qu'il y a quelques années, la demande de Ben Yehuda pour un soutien de la fondation Zuns a été refusée pour la raison que l'ouvrage ne serait pas assez scientifique. Par conséquent, Ben Yehuda a consacré les années qui passaient à transformer le dictionnaire pratique en dictionnaire scientifique. Compte tenu de cela, ils espèrent maintenant obtenir le soutien de la Fondation. Et je cite, là elle traduit de l'allemand, mais maintenant, pendant ces 5... Voilà, donc ça c'est la lettre en allemand. Et donc, mais maintenant, pendant ces 5 à 6 années, M. Ben Yehuda a élargi le propos de son œuvre, il l'a adapté et perfectionné, comme vous pouvez voir de manière satisfaisante, d'après les témoignages ci-joints, les témoignages donc, de sommités scientifiques. Et donc cette lettre adressée à la Fondation Zuns, donc M. Ben Yehuda vous avez adressé une demande pour son dictionnaire, vous lui aviez refusé au motif que l'œuvre n'était pas assez scientifique, mais il a donc maintenant élargi le propos, adapté, perfectionné et donné des témoignages. Dans sa lettre à Narcisse Leven du 3 juin 1907, Chemda Ben Yehuda décrit comment Ben Yehuda a transformé le dictionnaire donc à la demande des experts et des savants consultés. Ça c'est la lettre donc en allemand à Zuns, enfin Fondation Zuns. Voilà. Donc elle souligne que tout le monde attend le dictionnaire de Ben Yehuda, les enseignants ont besoin de mots, les écrivains des mots, les vignerons, les paysans, les artisans, les commerçants, les cuisiniers et même les nettoyeurs de WC, tous ont besoin des mots hébreux pour tout, sinon ils ne parleront pas hébreu. Mais ces personnalités, bien que conscientes de l'importance d'un dictionnaire hébraïque moderne, se montraient indifférentes, ne soutenaient pas Ben Yehuda et parfois s'opposaient à lui. Cette opposition provenait-elle d'une hostilité personnelle envers Ben Yehuda
ou d'un manque de confiance dans la capacité d'un homme seul à réaliser un tel projet, un projet d'une telle ampleur. Ou alors, par refus de ces néologismes, de ces constructions linguistiques, ou par opposition aux idées politiques de Ben Yehuda. J'espère, donc, dit Zohar Shavit, trouver la réponse à ces questions dans le courant de mes recherches, mais dès maintenant, on peut dire avec certitude que les organisations et les donateurs qui se sont engagés pour soutenir le dictionnaire n'agissaient pas vraiment pour des motifs sionistes, mais cherchaient à enrichir les bibliothèques juives par une œuvre monumentale. Ils voulaient donc s'assurer que le dictionnaire avait une réelle valeur scientifique. C'est pourquoi ils exigeaient de Ben Yehuda de leur communiquer l'avis de plusieurs experts. Ben Yehuda et son épouse se sont en effet adressés à une série d'experts de premier rang, dont donc on cite plusieurs personnes, le professeur Goldziher, le professeur Dahlmann, le professeur Blau, le professeur Bacher, et ont reçu de leur part des avis enthousiastes. Une partie de ces avis figure dans la grande introduction du dictionnaire et dans les journaux de Ben Yehuda, et une partie restait à découvrir jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, le fait que pour financer le dictionnaire, Ben Yehuda ait eu besoin des avis des spécialistes et non pas des recommandations d'ordre politique ou idéologique explique comment le dictionnaire, perçu donc à l'origine comme un monument national, a finalement pris l'aspect d'un ouvrage scientifique. Début mars 1906, Ben Yehuda résume l'état de ses recherches et note que ses visites dans les bibliothèques à l'étranger avaient pour but de se mettre au courant des dernières nouveautés de la recherche et d'examiner des manuscrits rares. Donc il dit, en même temps, alors je ne sais pas si... Ouais, ça c'est... En même temps, j'ai entièrement refondu la partie du manuscrit faite auparavant, ainsi que les premières 4 livraisons déjà publiées. Tout cela à cause des énormes quantités de matériaux nouveaux que j'ai recueillis pendant mon voyage en Europe, en dépouillant des manuscrits dans les bibliothèques de Berlin, Paris, Parme et Florence, et à cause de nouveaux ouvrages de philologie hébraïque, d'exégèse, etc., que j'ai depuis 2 ans à ma disposition dans les bibliothèques de l'Institut allemand d'archéologie et de l'école publique des Dominicains, ouvrages que je n'avais pas vus avant. Donc, on a là en quelques mots l'étendue du travail de recherche effectué par Ben Yehuda. Il décrit les conditions difficiles dans lesquelles il travaille et son espoir déçu d'obtenir un financement pour des assistants de recherche qui l'aideraient dans sa recherche en copiant le matériel sur des fiches, dont le nombre a atteint, écrit-il, 1 demi-million. Je ne pouvais donc prendre des collaborateurs et j'étais contraint de donner une partie de mon temps à d'autres travaux pour gagner ma vie. En outre, Ben Yehuda esquisse l'état de collecte des dons. Il est difficile de ne pas sentir un pincement au cœur en prenant connaissance de la déception de Ben Yehuda devant des promesses non tenues. Et pourtant, il continue son travail avec une incroyable détermination. Dans sa lettre à Narcisse Leven du 3 juin 1907, Chemda parle, comme nous l'avons déjà vu, du travail d'un condamné aux travaux forcés. La correspondance nous raconte également les efforts de Chemda et Eliezer Ben Yehuda pour trouver un éditeur. Ben Yehuda a essayé sans succès de négocier avec quelques éditeurs juifs, dont Touchia et Achiasaf, des candidats naturels pour cette entreprise. Après l'échec de ces négociations, Ben Yehuda s'est tourné vers quelques éditeurs en Allemagne. La correspondance fait état des éditions Hinrich à Leipzig et Langenscheidt à Berlin. La dernière spécialisée, n'est-ce pas, qui est connue, spécialisée dans la publication de dictionnaires. Et il rejette tout d'abord la demande de Chemda Ben Yehuda et quand elle accepte, elle propose un contrat incommode qui oblige Ben Yehuda non seulement à tenir des délais rigides, mais aussi à prendre à sa charge les frais d'impression. Pour pouvoir commencer à travailler sur la version à imprimer du dictionnaire, il faudrait s'assurer que la société Ezra Hilfsverein s'associe à l'Alliance et que toutes deux s'engagent à soutenir le dictionnaire. Les jours où le couple attend la décision de l'Alliance sont des jours difficiles, entre espoir et désespoir. La détresse sentimentale du couple ressort dans la lettre de Chemda du 6 juin 1907,
dans laquelle elle essaye d'évaluer les chances d'obtenir une réponse positive de l'Alliance au sujet de son association avec la société Ezra. Je crois que je suis encore dans le mauvais sens, décidément. Voilà. Je n'ai pas eu la chance, écrit Remda, de vous voir ce matin, ce que je regrette beaucoup, mais M. Bénédicte m'a remis le résultat de la séance d'hier. Au premier moment, cela m'a frappé, mais M. Bénédicte m'a consolé en me disant que ma demande est seulement ajournée, mais non refusée. Et je suis de nouveau armé de patience et d'espérance. Il est impossible de ne pas remarquer la charge émotionnelle immense qui s'exprime dans cette lettre et la tentative de se raccrocher à chaque mot que diraient les gens de l'Alliance. Remda était déçue, car il n'y avait pas encore de décision à ce sujet, et elle écrit « Au début, cela m'a frappé ». Ensuite, elle essaye de trouver réconfort dans les paroles de Narcisse Leven, qui est le président de l'Alliance israélite universelle, et de M. Bénédicte, qui en est le secrétaire, en espérant qu'il ne s'agissait pas d'un refus, mais simplement d'un report du verdict. C'est pourquoi elle s'arme de patience et s'autorise à espérer. Finalement, les deux organismes se sont associés, la société Ezra et Sforain à Berlin et l'Alliance israélite à Paris. Et grâce à cette coopération, tout était prêt pour publier le dictionnaire. Le 27 juin 1907, Remda pouvait annoncer à M. Bigard que tous les engagements pour le dictionnaire et sa publication ont été donnés, y compris la subvention à l'éditeur Langenscheidt. Tout a été... J'ai le plaisir de vous annoncer que toutes les subventions espérées sont déjà accordées. Ainsi, il semblait que l'édition du dictionnaire était assurée. Mais après le début de la Première Guerre mondiale, les projets ont été perturbés et le couple se retrouve à nouveau en train de rechercher des mécènes qui assureraient l'édition des volumes du dictionnaire. Et de nouveau commence la course après les bienfaiteurs. D'après les dédicaces sur les volumes, il semble que chaque volume, donc le volume du dictionnaire, exigeait à nouveau l'engagement de bienfaiteurs. Le premier volume est dédié au baron Rothschild, qui a contribué avec largesse au travail de Ben Yehuda pendant de nombreuses années. Remda Ben Yehuda, elle, note une somme énorme de 50 000 francs or donnés par Rothschild. Les 6 volumes supplémentaires que Ben Yehuda a terminés sont dédiés à l'industriel de Rotterdam, Shmuel Vandenberg, au professeur Otto Warburg, à l'industriel Jacob Moser et au banquier Maurice Wertheim. Et ceci en plus des dédicaces aux différentes organisations comme le comité du dictionnaire à Londres, le comité du dictionnaire à Berlin. Donc, subvention accordée. Donc, la conclusion de Zohar Shavit, nous sommes en présence donc d'un récit héroïque. Le dictionnaire de la langue hébraïque ancienne et moderne, une des entreprises les plus importantes pour la renaissance de la culture hébraïque et son développement. Une entreprise d'un seul homme qui s'est transformée en dictionnaire scientifique parce que Ben Yehuda n'a pas obtenu l'aide des organisations sionistes. Le dictionnaire est donc devenu un monument scientifique parce que ce fut l'exigence des mécènes qui l'ont soutenu, et cependant, il est devenu un des trésors les plus importants de la culture hébraïque nationale. On ne saurait surestimer l'importance des documents en français qui gisaient pendant près de 100 ans dans les archives de l'Alliance à Paris. Très beau travail, et j'espère, nous lui transmettrons évidemment à Zohar votre appréciation. Elle a fait une découverte véritablement sensationnelle, puisqu'elle nous fait comprendre le passage du Milon au grand dictionnaire et nous fait admirer qu'un homme ait pu travailler dans des conditions matérielles aussi difficiles. Il travaillait 18 heures par jour. Et aussi, c'est sa femme. On peut noter que c'est beaucoup sa femme qui s'occupait de toutes les questions matérielles. J'ai ici une reproduction de l'introduction au dictionnaire qui est très très importante, que sa vision de l'histoire de la langue hébraïque et toute la bibliographie. Tout à fait.
Nous, on avait ça à la maison, mais quand on était enfant. Oui. Et je dis à mon père, pourquoi tu n'as pas acheté c'était comme on dit des Kiren, des Mirenmir, des Kirejir. Il y avait beaucoup de volumes. Et je dis, alors, pourquoi tu n'as pas acheté le mien? Il n'a pas terminé. Avant, il n'a pas fini. Ah oui, il est mort. Il n'y avait que 7 volumes. Il n'y avait que 7 volumes. Ça a été complété après lui par plusieurs personnes qui ont travaillé entre 22 et 59. De l'Académie de la langue hébraïque, oui, bien sûr, qui n'existait pas encore à l'époque. Il y avait Vaad Alashon qui a été remplacé par l'Académie de la langue hébraïque en 54. Je vais inviter Keren Mok donc à nous rejoindre. Je vais vous céder ma place. Alors, oui, non, elle a fait aussi une découverte sensationnelle. Voilà, c'est bien pour ça que vous avez associé les deux. Enfin, c'est pas. Oui. Donc, elle est diplômée de psychologie clinique et de philosophie, traductrice, doctoresse lettres. Elle enseigne à l'UFR études psychanalytiques, donc à l'université Denis Diderot, bien sûr. Après avoir assuré pendant plusieurs années une charge de cours d'hébreu moderne à l'école normale sup à Paris, elle a été récipiendaire en 2016 de la Visiting Junior Scholar Fellowship du France Stanford Center for Interdisciplinary Studies. J'espère que je n'en ai pas oublié. Son ouvrage, donc Hébreu du sacré au maternel, est publié il y a 2 ans, comporte une préface de Julia Kristeva et de Pierre-Marc de Biasi et aborde la genèse de l'hébreu comme nouvelle langue maternelle. Donc j'invite Keren Mok à nous présenter sa vision, j'allais dire lexicographique du travail du lycée. Je remercie l'Alliance israélite universelle de m'accueillir ce soir. Je remercie Mireille Hadas-Lebel et Jean-Claude Kuperminck et Gila Cooper, grâce à qui j'ai découvert la présence d'archives françaises, francophones, d'Eliezer Ben Yehuda. Et je dois dire que c'est un plaisir de venir à chaque fois à l'Alliance et d'échanger avec Gila et avec vous aussi, Monsieur Kuperminck, pour en savoir davantage sur cette œuvre de Ben Yehuda. Comme on a pu peut-être le voir précédemment, Ben Yehuda, sa seconde langue, c'était le français. Et c'est ce qu'on voit très clairement à travers ses archives, parce que Ben Yehuda a séjourné pendant quelques années à Paris, il faisait des études de médecine. Donc, moi, je vais parler d'un autre aspect de l'œuvre de Ben Yehuda à travers d'autres découvertes d'archives situées en Israël. J'ai travaillé durant ma thèse sur la question de la genèse de l'hébreu moderne comme nouvelle langue maternelle. Comment est-ce que l'hébreu se transforme en langue maternelle parlée couramment et quotidiennement, ce qui n'était pas son cas avant le XIXe siècle. Et à travers cette recherche, il y a, comme le décrivait précédemment aussi Zohar Shavit, il y a ce qu'on appelle le hasard de la recherche. C'est-à-dire que je voulais travailler sur quels sont les matériaux qui permettent de créer la nouvelle langue hébraïque. Et donc, je me suis dirigée vers l'Académie de langue hébraïque et on m'a dit qu'il y avait toute la bibliothèque, enfin non pas toute la bibliothèque, une partie de la bibliothèque de Ben Yehuda. Donc je me rends sur place, je feuillette les livres et je vois que tous les livres, enfin une grande partie des livres sont marqués avec tout un tas de couleurs. Alors je me dis peut-être que quelqu'un a gribouillé dans les livres. Ensuite je vois qu'il y a quelque chose de consistant et de répétitif dans ces livres. Et donc, pour vous montrer, voilà, ce sont ce type de marques-là qu'on retrouve dans la bibliothèque de Ben Yehuda, que j'ai appelé le spectre chromatique. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que Ben Yehuda, dans son introduction au dictionnaire, parle d'avoir lu ou parcouru 40 000 livres pour, comme vous l'avez dit, Monsieur Kuperminck, pour 500 000 citations qui vont figurer dans cette œuvre magistrale qui est le dictionnaire de la langue hébraïque. Alors, que signifient ces différentes couleurs ? Pourquoi, comme ça, gribouiller ou teindre ces mots de couleur ? Tout simplement parce qu'il s'agit de la méthodologie de Ben Yehuda. Parce que comment est-ce qu'on peut
travailler sur une langue entière, reconstituer toutes ces strates qui sont dispersées, comme on l'a dit précédemment, à travers le monde, dans des bibliothèques différentes, à travers des textes variés qui vont de la Bible au XIXe siècle. Et en plus, les mots manquent, donc il faut en inventer. Comment est-ce qu'on travaille avec autant de textes? Donc il faut une certaine méthodologie. Et ce que va faire Ben Yehuda pour travailler, c'est qu'il va séparer les strates de la langue. Et à chaque strate correspond une période de la langue. Et de cette façon, le rouge, par exemple, signifie c'est la strate biblique de la langue. Le bleu, c'est la strate talmudique de la langue. Il y aura aussi du noir. Alors, vous voyez, ça, c'est les livres de la bibliothèque de Ben Yehuda. On peut voir aussi dans quel état se trouvent malheureusement ces livres. Et la question de la restauration de ces livres est aussi très importante et urgente, me semble-t-il. Et ce qui est aussi important, il me semble, de comprendre dans ce travail de Ben Yehuda, c'est qu'il est unique dans l'histoire des langues. C'est vrai que c'est intéressant par rapport à la langue hébraïque, mais aussi de façon plus globale et universelle sur comment est-ce que on crée une langue. Alors, il n'est pas le seul, même si bon, c'est le mythe, mais évidemment, c'est une œuvre colossale à laquelle il s'est attaché et qui mérite d'être étudiée dans toute sa profondeur, à la fois historique, comme Zohar Shavit le décrivait à travers son texte, mais aussi à travers toute la richesse lexicographique. Alors, comment travailler Ben Yehuda? Donc, c'est un peu le travail que je me suis attachée à décrire. Donc, il avait, à la fin du dictionnaire, il décrit tous les livres qu'il a utilisés pour la constitution de ce dictionnaire énorme. Alors, une partie des livres, il est allé les consulter en bibliothèque, mais il avait une bibliothèque particulièrement riche, composée de près de 1000 livres. Alors, voici ce que dit Ben Yehuda dans la grande introduction au dictionnaire. Ainsi, mon travail s'éloigna de plus en plus de sa visée pratique des besoins de l'hébreu de tous les jours, qui était d'abord de première importance, et à sa place, un autre but supérieur apparut, ce que je voyais à présent devant moi avec toute la force de mon âme, et qui devint le seul sens de ma vie, était de construire un temple pour la langue hébraïque, un temple qui comprendrait à jamais tout le thésaurus sacré de la langue entière, de son début jusqu'à nos jours. Alors ça, c'est un livre qui, je voulais un petit peu illustrer c'est ce qu'on peut trouver dans les archives en Israël, à l'Académie de langue hébraïque, mais aussi aux archives sionistes. Et là, c'est un livre de Ben Yehuda, et on voit, vous voyez on voit en noir entouré le nom d'Eliezer Ben Yehuda dans une page de Talmud, parce qu'il y a un autre Ben Yehuda qui est un Tanaï. Donc, c'est un commentateur du texte. Et je reprends aussi les mémoires de Chemda Ben Yehuda qui montrent bien que ces annotations sont bien celles de Ben Yehuda. Nos 4 mains ne suffisaient plus à recopier le nécessaire et le vieux bibliothécaire Cohen se mit à brailler que Ben Yehuda détériorait tous les livres de sa bibliothèque avec sur chaque page ses inscriptions et ses annotations de toutes les couleurs. Donc c'est cet extrait des mémoires de Chemda Ben Yehuda qui ne sont pas publiés qui permettent d'affirmer que ce sont bien les inscriptions et les annotations de Ben Yehuda. Alors, je pense, vous voyez ici, ça c'est la première page d'un des livres. Il y a écrit en hébreu, j'ai recopié, et takti, kaf, lamed, mem, nun. J'ai recopié les lettres. Quelles sont les mots qui ont été recopiés et qui devraient être classés par la suite.
Et on voit encore dans un autre exemple comment Ben Yehuda travaille et qu'il est toujours en dialogue avec le texte, qu'il fait des marginalia et qu'il ne travaille pas exclusivement qu'avec l'hébreu, parce qu'il a une image assez puriste de quelqu'un qui ne pense qu'en hébreu, qui ne travaille qu'avec l'hébreu. Mais là, on voit bien qu'il y a toujours un dialogue avec d'autres langues et que le multilinguisme est prépondérant dans son travail lexicographique. Donc là, par exemple, Ben Yehuda travaille sur les noms des astres, sur Levana, Kochav, Noga. Donc on peut voir aussi comment à travers chaque texte, il extrait des mots différents. Oui, c'est juste pour... Alors, ce qui est aussi intéressant, on retrouve dans sa bibliothèque d'autres langues, donc des dictionnaires. Ben Yehuda travaillait aussi à partir d'autres dictionnaires, et on voit ici qu'il travaille avec l'arabe, mais à partir du français. Et il travaille dans une modalité qui est entre les langues aussi, dans un dialogue interlinguistique qui n'est pas cantonné simplement à un travail qui s'effectue que sur l'hébreu. Alors ça, c'est un document. Alors il faut savoir qu'une partie des documents de Ben Yehuda ont été malencontreusement ont été brûlés. Il y a eu un incendie. Oui, alors il y a de l'humidité, il y a pas mal de choses. Et ça, c'est si on regarde de près, on voit comme une liste de mots qui peut sembler être un dictionnaire, mais en réalité, il s'agit là d'une succession de mots qui ont en commun d'être proches, qui sont des associations sonores, qui ont une proximité sonore et non pas par ordre alphabétique simple. Donc, je pourrais vous en lire un extrait, mais je pense que... Un exemple pour montrer comment Ben Yehuda travaille avec le son de la langue et pas uniquement avec le contenu des mots eux-mêmes. Alors, il faut que je me retrouve. Donc, par exemple, Avod, Avod, Avot, Evus, Evus, Avot, Avol, Aval, Aval, Ever, Ever, Over, Iver, Abir, Avir, Av. Donc on voit bien qu'il travaille, par exemple, si je prends Abir, et là c'est un mot, il va le définir, grand et fort, il va prendre un extrait de la Genèse, grand et fort, les muscles et les bras sont demeurés fermes grâce au protecteur de Yaakov, il va mettre Genèse 49, 24. Ensuite, Avir, l'air, dans le Talmud, l'air de Eretz Israël, Talmud de Babylone, Baba Batra, 152, 72. Donc, il va travailler à travers des associations sonores. Ensuite, on peut trouver aussi des carnets, et on voit bien cette spontanéité dans le travail lexicographique de Ben Yehuda. Et par exemple, ce carnet qui pourrait être le premier carnet de Ben Yehuda et qui montrerait un peu ses premiers essais lexicographiques. Et Chemdadi, dans ses mémoires, par une nuit pluvieuse d'un rude hiver de l'an 1879, au coin de la rue des Écoles, située dans le quartier latin à Paris, était assis, penché auprès du feu brûlant dans sa chambre, l'étudiant de la Sorbonne, Eliezer Elianov, et entre ses mains, il tenait un petit carnet couvert d'une enveloppe bleue, carnet qui lui avait été procuré par son épicier pour consigner les sommes qu'il lui devait. Ses pensées voyageaient au loin, vers l'Est, dominées par le règne du cruel
Abdul Hamid, vers le pays de la Judée, vers Jérusalem, sa capitale, là où se lèverait son peuple errant pour mener la vie hébraïque d'antan. Au carnet bleu entre ses mains s'ajouteront de nombreux autres, comme celui-ci. Sur l'enveloppe bleue étaient déjà écrits les mots « un livre de mots ou un dictionnaire Milon ». Dictionnaire est le premier mot que créa Elianov. Et donc ce document pourrait être l'ancêtre du premier dictionnaire de Ben Yehuda. Et donc on voit des langues, on voit un extrait d'Ernest Renan, on voit du grec, on voit que c'est un réel Babel de langues à travers lequel Ben Yehuda travaille. Ensuite, vous aviez évoqué la question des fiches. Ben Yehuda fichait chaque mot, on peut retrouver ces fiches sur des petites, sur n'importe quoi, c'est-à-dire il trouvait un bout de papier, le papier était très cher, donc il prenait par exemple des morceaux de calendrier et derrière il écrivait son mot pour économiser. Voilà, alors ça c'est pour montrer que Ben Yehuda ne trouve l'idée des mots ne se formule pas immédiatement parfois. Il y a des hésitations. Comment, par exemple, traduire en hébreu l'ennui? L'ennui, figurez-vous, n'existe pas en hébreu moderne. Donc, Ben Yehuda hésite entre deux formes, sha'am et tseger, et donc on peut retrouver, vous voyez encore l'état du manuscrit, des notes qui permettrait de mieux comprendre en tout cas l'itinéraire, le cheminement de sa pensée pour arriver à une forme arrêtée d'un mot. Et ce mot apparaîtra par la suite dans la presse, qui est quand même le moyen de diffusion, le médium par lequel Ben Yehuda va transmettre et véhiculer ces nouveaux mots. Alors parfois, il va le faire sous une forme explicite, c'est-à-dire qu'il va faire une définition, comme c'est le cas ici, mais parfois, il va juste glisser le mot dans le texte, et par le contexte, les gens comprendront et apprendront le mot. Donc, je n'ai pas pu évidemment exposer l'ensemble du travail de la méthodologie de Ben Yehuda, mais en quelques mots, en 15 minutes chrono, exposer exposer sa méthodologie de travail à partir d'archives qui n'ont jamais été vraiment explorées à l'Académie de langue hébraïque et aux archives sionistes. Celui-ci fonctionne. Celui-ci non plus. Donc, on va avoir une assistance très vite. D'abord, évidemment, je voulais remercier Keren Mock pour cet exposé. On a, je crois, ce soir une chance exceptionnelle d'être plus de 100 ans, enfin près de 100 ans après la mort de Ben Yehuda, comme si on était assis à côté de lui dans son bureau, en train de travailler, de voir clairement la méthode qu'il a déployée. Et je trouve vraiment formidable le travail de recherche qui nous est exposé ici. Comment, entre les documents eux-mêmes, la méthode, le résultat du dictionnaire, les correspondances, vous arrivez à tisser tout un ensemble d'indices qui vous permettent donc de retrouver cette méthode. Et c'est vraiment très épatant, je dirais, et très enthousiasmant aussi. J'aurais peut-être une première question avant de vous laisser la parole, mais tout simplement une question à Mireille Adas-Lebel. Vous qui étudiez ces sujets depuis si longtemps, vous qui avez donc écrit et sommité sur toute l'histoire de la langue hébraïque et donc celle de Ben Yehuda aussi, pensiez-vous qu'il y avait encore des choses nouvelles à découvrir et pensiez-vous, jusqu'à encore récemment, qu'on pourrait arriver à une connaissance aussi intime de ce travail?
Je crois que très souvent, l'historien vit dans un monde un peu abstrait et que là, ces deux découvertes nous ont fait comprendre des choses extrêmement concrètes. Alors là, c'est nouveau et cette coïncidence, cette convergence de deux découvertes et que nous avons eu la chance de découvrir à notre tour ce soir, ça me paraît un grand moment pour la compréhension de l'œuvre de Ben Yehuda, vraiment. Alors, si j'ai le micro, je vais profiter pour poser une question à Keren, parce que le dialogue est ouvert. Non seulement elle a fait cette recherche, mais elle est aussi psychanalyste, je crois comprendre. Ou non, enfin, vous avez d'orientation, voilà. Et donc l'hébreu, langue maternelle. J'avoue que j'avais un peu évité le sujet du fils muet jusqu'à l'âge de 3 ans, qui un jour, parce que son père est très en colère contre sa mère, qui chante en russe, dit tout à coup « Abba ». Donc, justement, je pensais que vous alliez nous en parler aussi. Alors, dans ma recherche, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y avait pas un seul... Comme souvent dans le cas des mythes, il n'y a pas une version, il y a plusieurs versions. Alors, il y a une version où il est muet, effectivement, où il y a une telle pression à la maison il faut imaginer une langue complètement artificielle, c'est-à-dire qui, pour une mère, chantait en hébreu, alors que c'est pas l'hébreu, c'est pas uniquement le changement de langue qui est particulier, c'est que c'était une langue qu'on ne parlait pas couramment. Donc, et pour une mère, de parler à son enfant tendrement et de transmettre des émotions dans une langue qui est en devenir, c'est quelque chose de difficile. Donc il y a cette version, effectivement, où il y a comme une description d'un blocage de Ben Yehuda Junior, du petit Ben Sion, qui refuse de parler l'hébreu et qui se fait d'ailleurs, qui décrit ça, la cruauté de sa condition de premier enfant hébraïque. Les enfants se moquaient de lui. Je crois qu'on a abattu son chat. C'était un environnement particulièrement difficile dans lequel il a grandi. Après, il y a la version de Dvorah Omer qui parle de l'histoire du premier enfant hébreu, qui est un peu différente. Alors, je ne me souviens pas là à l'instant des nuances, mais elle a des sources particulières? Non, c'est du mythe, c'est de l'ordre du mythe. Ça fait partie de la mythologie. Et Claude Lévi-Strauss le dit bien, il y a plusieurs versions. Toujours un mythe n'est pas unique. Et il me semble que Zohar encore montre comment il y a plusieurs angles, même au mythe de cet enfant muet. C'est-à-dire qu'il a grandi dans le multilinguisme, alors il n'était pas tout à fait... Non, mais lui a des souvenirs. Mais elle, qui est Dvorah Omer, pourquoi va-t-elle dans un autre sens? Quels éléments elle a? Alors, elle a travaillé aussi sur... alors, je ne sais pas, c'est pas un texte d'historienne, mais c'est un texte qui est très connu en Israël, ce texte de Dvorah Omer, qui relate l'histoire du premier enfant hébraïque. Alors, il faut savoir que en son temps, on pouvait encore parler à certains des Ben Yehuda. La dernière fille de Ben Yehuda est morte à l'âge de 100 ans, je crois. Donc, cette mythologie, elle a pu circuler de façon différente. Mais ce mythe n'est pas... il n'y a pas qu'une seule version, en tout cas, de ce mythe. Je voudrais rebondir aussi sur quelque chose, puisque Zohar Shavit a découvert différentes informations, non seulement dans nos archives, mais il y a eu quelque chose qui a fait un peu de bruit en Israël il y a quelque temps, il y a 1 ou 2 ans à peu près, à partir d'une découverte d'une version d'un imprimé
de Ben Yehuda dans lequel il y avait du français, d'un imprimé pédagogique avec du français et de l'hébreu. Je vais demander à Gila de nous relater un peu, de nous expliquer cette découverte que Zohar Shavit a fait et dont elle est venue voir ici un exemplaire de ce livre qui n'existait pas visiblement en Israël. Donc, cette découverte-là était effectivement le début de sa recherche qui allait plus loin, plus en profondeur dans nos archives. Et c'était un document qu'elle a trouvé plutôt à la Bibliothèque nationale d'Israël qui était incomplet et qui s'est trouvé chez nous au complet. C'est-à-dire que ce document est témoigné de l'apprentissage de la langue hébraïque dans les écoles de l'Alliance à un moment où, dans les écoles, on avait décidé que c'était nécessaire d'apprendre l'hébreu, mais c'était le manuel était composé de l'hébreu et du français, c'est-à-dire c'était vraiment des pages coupées entre deux colonnes, hébreu-français, et les mots qu'il inventait, là c'est le mot clé, le mot fétiche de ce document, c'était bouba. C'est un mot qui était nulle part et ça venait c'est-à-dire en parallèle il y avait le mot français poupée. Donc il était déjà dans un dynamisme de création de mots, d'invention et on trouve ça effectivement le développement de son travail apparemment était aussi lié à l'enseignement de l'hébreu au sein de l'école de l'Alliance. Et c'est ça qui est intéressant, que l'Alliance, elle est aussi, elle lui donne le terrain pour pouvoir déjà exercer ce travail d'enseignement d'hébreu tout en inventant et en s'appuyant sur la langue française, qui est effectivement sa deuxième langue. Et donc c'est un document qui était important, était un peu oublié et qui est là un peu sorti au fond des tiroirs des archives. C'est un document qui existe à la bibliothèque en complet, effectivement, qui est maintenant numérisé et qui se trouve sur le net. On peut cliquer sur le lien à partir de la notice et avoir tous les documents. Je vous invite de le faire. Merci. Un commentaire sur cette question ? Non. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer par là? Qu'il n'a pas fait que du ivrit beivrit, qu'il n'a pas fait que... c'est ça, qu'il n'a pas fait qu'appliquer. Alors, peut-être qu'à l'oral, il n'utilisait pas le français, mais à l'écrit... Alors, apparemment, oui, il le faisait, mais je voudrais ajouter qu'ensuite, lorsque le Vaad Halachon a publié ces fiches de mots sur des sujets différents, j'en ai toute une collection que j'ai remise à Zohar, d'ailleurs, j'en avais toute une collection. Alors, il y avait... la gymnastique, la menuiserie, la cuisine, etc., des fiches. Vous aviez l'hébreu et puis vous aviez des traductions en français et en allemand, pour qu'on sache de quoi on parle. C'est-à-dire, c'était un appui pour l'enseignement. Oui, parce que ça s'adressait à des gens qui avaient d'autres références dans d'autres langues. Et donc, c'était un petit lexique de chaque discipline qui était mis à leur disposition. C'est-à-dire que la méthode radicale de l'hébreu en hébreu ne pouvait pas directement s'exercer comme telle, je pense, et que comme les écoles d'Alliance fonctionnaient en français, l'appui naturellement était le français. Oui. Et puis c'était la mission de l'Alliance quand même de c'est ça qui est intéressant. De répandre le français, c'est pour ça que ça a été créé. C'est-à-dire que l'Alliance permettait effectivement de propulser cet enseignement de l'hébreu par Ben Yehuda qui après évoluait à sa manière. Mais je pense que ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on dit de Ben Yehuda, parce qu'à l'oral, il pouvait ne parler que l'hébreu et par des mimiques ou autres se faire comprendre, tandis qu'à l'écrit, eh bien, il fallait bien donner un équivalent au mot. Alors, ça ne me surprend pas plus que ça. Voilà. En tout cas, ça a fait l'objet d'articles dans la presse nationale israélienne et qui ont eu un certain retentissement. Monsieur ?
Oui, bonsoir. Je crois avoir lu dans la biographie, peut-être que c'est le livre que vous avez sur la table là, que parmi les difficultés qu'il a eues, c'était justement cet objectif différent que lui recherchait de l'anglais, de l'hébreu quotidien, par rapport à son mécène qui était le principal, l'Alliance, dont la mission principale était la diffusion du français, et en particulier en Israël. Et je crois bien que dans son histoire, il a eu maille à partir avec l'Alliance, il a perdu son emploi, qui était en fait son moyen de ressources pour poursuivre sa mission, et que ça éclaire un peu cet aspect sur les textes où le français apparaît en face de l'hébreu, qui était peut-être le compromis pour arriver à satisfaire à la fois la mission de l'Alliance et ce qu'il recherchait lui-même, à savoir la diffusion de l'hébreu. Oui, alors je ne sais pas, c'est une hypothèse, effectivement, il faudrait voir de plus près. Oui, c'est ce qu'il dit. D'accord. Voilà, c'est une des possibilités, mais en tout cas, les lettres révélées par Chemda Ben Yehuda nous donnent aussi une autre vision, disons, de la chose, dans l'idée que pour obtenir des financements, il fallait aussi qu'il développe le côté scientifique du dictionnaire. D'autres réactions ou d'autres sujets sur lesquels vous voudriez revenir? Est-ce que l'Académie de la langue hébraïque, deux questions concernant l'Académie. Est-ce que d'une part, ils ont suivi la méthode intellectuelle de Ben Yehuda dans l'invention des mots, parce qu'on sait que jusqu'à aujourd'hui, l'Académie invente des mots, et même des mots qui existent en laaz, en langue étrangère, qu'ils essayent d'habiller en hébreu. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une continuité intellectuelle dans la méthode d'inventer les mots, selon Ben Yehuda, actuellement, ou depuis des années? Et par ailleurs, est-ce qu'ils mettent en cause des mots? Est-ce qu'ils reprennent des mots? Est-ce qu'il y a une reprise des mots de Ben Yehuda par rapport à ce que lui a pu inventer? Et est-ce qu'il y a d'autres propositions selon leurs propres productions intellectuelles à eux? Je me demande. Je peux peut-être répondre. Effectivement, l'Académie de la langue hébraïque qui a été créé en fait 2 fois par Ben Yehuda. En 1890, bon, ça n'a pas trop marché, mais ensuite, je vous disais, en 1903, oui, là, véritablement, avec la deuxième alia. Donc, il se veut dans la continuité. Cela dit, tous les mots créés par Ben Yehuda n'ont pas marché, si je peux dire. Ou bien ils ont été détournés de leur sens. Par exemple, Tizmoret, pour Ben Yehuda, ça signifiait une mélodie. Mais juste au moment où le mot est apparu, où il a créé le mot, il y a eu un orchestre qui s'est créé à Rishon LeZion et il a trouvé que Tizmoret, ça convenait très bien pour l'orchestre. Alors, ils l'ont pris. Voilà. D'autres mots, je sais que le mot qu'il avait... oui, Bandora. Par exemple, pour tomate, il voulait prendre le mot arabe. Et puis, parce que Agvania, après, qui a été proposé, avait un sens qui paraissait un peu érodique. Voilà. Donc, mais ça Bandora a été... voilà. Et puis, il y avait pour carte postale, alors, qu'est-ce qu'il voulait proposer? Ce n'était pas Kelev. Alors, un mot clave, je ne sais pas. Mais on est venu lui dire une fois, voilà, il y a une carte postale pour toi. Il a compris que c'était un chien, Kelev, parce que ça se prononçait presque de la même façon. Alors là aussi, ça a été abandonné. Amounot aussi, démocratie. Oui, voilà. Alors, d'autres mots, je ne sais pas si c'était lui, pour téléphone, Sar Rachok, ça c'était plus tard.
Oui, bon, voilà. Donc il y a beaucoup de mots, voilà. Et c'est pas lui qui a créé Aviron, je crois pas, mais bon, maintenant Aviron, ça veut dire, c'est un mot d'enfant presque, voilà. C'est pas. Voilà, j'ai répondu à votre question, mais je peux vous parler d'autres mots et aussi des mots que Chemda Ben Yehuda aurait créés. Parce qu'on lui attribue Ofna, c'est normal pour une femme, la mode, et on l'attribue Hanoukia. Effectivement, parce qu'avant on disait une lampe de Hanouka, mais il n'y avait pas de mot pour désigner la Hanoukia. Oui, c'est ça, parce qu'elle avait sa rubrique. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, voilà. Et il y avait chez eux cette commode légendaire qui contenait des milliers de fiches. D'autres questions? Oui. Je voulais savoir, en fait, c'est une question de Candide, mais est-ce qu'il a fait évoluer également la graphie? Est-ce que, enfin, Ah oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a modernisé aussi l'écriture? Non, c'est surtout. Alors, je ne sais pas. Voilà. Il y avait des graphies très différentes, en fait, entre l'Afrique du Nord, par exemple, et les pays ashkénazes. Ou l'Italie aussi, c'était aussi différent. Par exemple, vous savez que l'écriture de Rachi, c'est en fait la cursive italienne du XVe siècle. Bon, c'est pas Rachi du tout qui l'a inventé. Bon. Alors, comme beaucoup d'entre eux venaient de Pologne, ils ont opté pour l'écriture du yiddish polonais, la cursive et l'écriture du yiddish polonais. Alors, il fallait une contrepartie pour les séfarades, et on a décidé que ce serait la prononciation séfarade qui s'imposerait, parce qu'elle avait gardé autour du bassin méditerranéen les gutturales qui étaient proches de l'arabe, autre langue de la même famille. On a fait une exception pour le tzadé parce que ils connaissaient presque tous l'allemand dans le Vaad Alashon, il y avait quelques séfarades quand même, mais le Z qui se prononçait tse, ça paraissait impossible à éliminer. Et donc on a fait quelque chose de tout à fait contraire à l'esprit de la langue hébraïque, parce que regardez, lorsque vous avez dans le Hit Pa'el un tse, par exemple, vous voulez dire, vous avez le mot seder et vous voulez dire les hit sader. Non, vous dites les histader. Donc vous faites une métathèse. C'est-à-dire que c'est contraire au génie de la langue hébraïque, mais on a quand même prononcé le tzadé tse. Oui, ça je sais bien. Il y a en plus une assimilation. Non, ça d'accord. Je veux dire qu'il y a en plus une assimilation dentale, etc. Bon, je ne parle pas de ça. Mais si on prend un autre mot où il n'y a pas ce problème de dalet, voilà, vous avez non les istader. Non, ça va. Non, ça va. Les istader. Bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Voilà. Et ça a été en 1913 environ qu'on a pris ces décisions, mais on ne s'y est pas toujours tenu. Il y a encore quand même Kol Israël qui a essayé de garder les Hain, les Het, les Krof, mais je crois que c'est en perte de vitesse. En tout cas, c'est pas la radio de l'armée qui va reprendre ces distinctions. Le quoi, le Aleph? Ah, le Kamatz. Ah oui, il y a eu la question du Kamatz, effectivement, qui se prononce O chez les Ashkénazes, mais on a choisi le A des séfarades. Encore que les Yéménites prononcent O. Hein. Mais en fait, le A, c'est ce qu'on appelle un A vélaire, c'est-à-dire que ça devait se prononcer A. Ben, comme vous voyez les Iraniens actuellement, quand ils prononcent A. Voilà, c'est ça. Donc il y avait une petite nuance, quoi, qu'on a perdue. Très bien.
Donc, je voulais vous remercier, remercier le public, remercier surtout Mireille Adas-Lebel et Keren Mok pour ces éclairages. Je crois que on a quand même vécu, oui, Mireille le disait, comme une soirée historique aujourd'hui de présentation simultanée de deux grandes avancées sur l'histoire de Ben Yehuda et de la rédaction du dictionnaire. Donc un grand remerciement à Zohar Shavit, avec encore une fois tous nos regrets de ne pas l'avoir auprès de nous. Nous avons filmé la soirée non seulement pour qu'elle soit accessible sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez la revoir et que d'autres personnes qui n'ont pas pu venir ce soir puissent la voir, mais ça nous donnera aussi l'occasion de lui transmettre, de transmettre à Zohar, et j'espère qu'elle sera un petit peu consolée de son absence. Donc encore un grand merci à vous deux. Un grand merci à Gila Cooper pour tout ce qu'elle a apporté à cette soirée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres activités de l'Alliance israélite universelle.